La sauvegarde est l'action de copier des données sur un média indépendant du média d'origine et d'en conserver plusieurs copies. L'objectif est de pouvoir les restaurer sur une plateforme identique à la plateforme d'origine. Enfin, il faut noter que la copie s'effectue avec une périodicité donnée, donc un instant T et non en continu. Maintenant, distinguons la sauvegarde du stockage et de l'archivage. Le stockage repose sur des infrastructures hébergeant les données vivantes, comme les données applicatives, les configurations ou l'OS. Quant à l'archivage, il s'agit de l'action de déplacer et de transformer des données afin de supprimer les données non indispensables à la plateforme d'origine et de garantir la relecture. L'archivage repose sur des solutions logicielles et matérielles permettant une conservation sécurisée des données et éventuellement probante. Les données sont déplacées vers la solution d'archivage qui doit les conserver de manière fiable et être capable de les restituer fidèlement sur leur durée de conservation. Revenons maintenant à la sauvegarde. Cette dernière repose sur des solutions logicielles et matérielles permettant de prendre des images des données vivantes pour les restaurer sur les systèmes en cas de besoin. Pour expliquer plus en détail la restauration, il s'agit de l'opération de remettre en ligne les données préalablement sauvegardées. La sauvegarde n'est qu'un moyen parmi d'autres pour répondre aux besoins de restauration. La restauration est l'un des éléments permettant de tenir le RPO ou Recovery Point Objective. On parle également en français de perte de données maximale admissible ou PDMA. C'est la durée maximale acceptable entre la dernière sauvegarde et l'incident survenu, quantifiant ainsi les données que les métiers tolèrent de perdre au maximum. Le RTO ou Recovery Time Objective est considéré en lien avec le RPO. On parle également de délai d'interruption maximale admissible ou DIMA. Le RTO est la durée maximale d'interruption d'une ressource que peuvent tolérer les métiers utilisateurs de la ressource. Si l'on analyse les deux indicateurs ensemble, on peut déterminer le temps total d'interruption d'une ressource après un incident majeur. Ce délai comprend notamment le temps de prise de décision du passage en mode secours et le délai de relance de l'application ou de l'infrastructure en panne, et donc de la restauration à partir de la sauvegarde. On distingue la sauvegarde d'un poste individuel et la sauvegarde d'un serveur. L'un comme l'autre ont les mêmes objectifs, mais les méthodes de sauvegarde sont différentes. Dans cette vidéo, je vais traiter seulement de la sauvegarde des serveurs. Maintenant, voyons en détail les éléments à sauvegarder au sein d'un serveur. Prenons l'exemple d'un serveur d'application et d'une base de données. Il y a principalement deux périmètres de sauvegarde sur un serveur. Le premier est celui des binaires, qui comprend le moteur du serveur d'application et les configurations associées, et le moteur base de données et ses configurations. L'autre périmètre est celui des données, puisqu'il regroupe les fichiers applicatifs du serveur d'application et les fichiers de données de la base de données. Voyons maintenant les différents types de sauvegarde. Il y a d'abord la sauvegarde complète, qui consiste à copier l'ensemble des données dans leur état actuel sans tenir compte des sauvegardes déjà réalisées au préalable. Le temps de sauvegarde est important puisqu'on copie 100% des données à chaque fois. On a par contre un gain de temps lors de la restauration puisqu'aucune reconstruction n'est nécessaire au moment de la restauration car chaque version des sauvegardes contient l'ensemble des données dans l'état où elles doivent être restaurées. La sauvegarde différentielle, quant à elle, consiste à copier les données créées ou modifiées depuis la dernière sauvegarde complète, et ce, quelles que soient les sauvegardes intermédiaires. La sauvegarde incrémentale consiste à copier les données créées ou modifiées depuis la dernière sauvegarde, quel que soit son type. Le temps de sauvegarde est très rapide car la sauvegarde ne prend en compte que les données changées depuis la dernière sauvegarde. Par contre, la restauration demande beaucoup plus de temps car il faut reconstruire les données en restaurant la dernière complète puis rejouer toutes les incrémentales jusqu'au point de restauration souhaité. Aucun type de sauvegarde n'est parfait, ces différents types de sauvegarde sont complémentaires et dépendent des besoins de sauvegarde et de restauration. Il y a deux modes de sauvegarde. La sauvegarde à froid est réalisée lorsque l'application est arrêtée, ce qui permet d'effectuer une sauvegarde de ces données durant un état fixe où aucune donnée ne sera modifiée durant la sauvegarde. La sauvegarde à chaud est réalisée lorsque l'application est en cours d'utilisation, ce qui permet de faire une sauvegarde de ces données sans avoir à stopper l'utilisation de l'application et donc sans pénaliser le business qu'il y a derrière. La sauvegarde à chaud est nécessaire pour les applications tournant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Passons maintenant à la description des processus de sauvegarde. Parmi les médias de sauvegarde, on retrouve les bandes et les lecteurs de bandes. Les bandes sont un système de stockage se présentant sous forme de cassette contenant une bande magnétique. Côté serveur, on a deux cas. Il y a d'abord le cas des serveurs physiques. Dans ce cas-là, un agent est installé sur l'OS du serveur dont les données sont à sauvegarder. Il communique avec le serveur de sauvegarde via le LAN ou le SAN. Les serveurs virtuels sont, eux, souvent sauvegardés via les snapshots. Dans ce cas-là, l'agent de sauvegarde n'est pas installé au niveau de l'OS, mais au niveau de l'hyperviseur.
Le snapshot permet de capturer l'état entier de la machine à un instant T. Celui-ci comprendra le contenu de la mémoire de la machine virtuelle ainsi que ses paramètres et l'état des disques virtuels, c'est-à-dire les fichiers VMDK. En résumé, les snapshots permettent de créer des positions de restauration pour revenir dans le temps. Le serveur de sauvegarde envoie ensuite les données au lecteur de bande. Le lecteur de bande écrit alors les données sur des cassettes via ses lecteurs, et les cassettes peuvent soit être stockées temporairement dans le lecteur, soit être récupérées et être stockées ailleurs manuellement. Parlons maintenant de l'autre média de sauvegarde qui est la VTL. Pour Virtual Tape Library, la VTL est un système de stockage composé d'un ensemble de disques durs et d'un logiciel permettant d'émuler cet espace disque en bande magnétique et donc vu comme un lecteur de bande par le serveur de sauvegarde. Le processus de stockage est le même. La VTL reçoit les données des serveurs de sauvegarde et les stocke sur ses disques durs. La VTL peut ensuite externaliser les données soit par réplication des données vers une autre VTL, soit en écrivant sur des bandes. Dans ce cas-là, la VTL agit comme un tampon entre le serveur de sauvegarde et les bandes. Enfin, on va terminer par une fonctionnalité très intéressante proposée par la VTL, qui est la déduplication. La déduplication, appelée également factorisation ou stockage d'instances uniques, est une technique de stockage de données consistant à factoriser des séquences de données identiques afin d'économiser l'espace utilisé. Chaque fichier est découpé en une multitude de tronçons. L'objectif de la déduplication est de ne stocker qu'une seule fois un même tronçon, ce qui permet de réduire de façon significative la taille des sauvegardes et donc in fine d'économiser sur les infrastructures, matériels et logiciels de stockage. Ensuite, à chacun de ces tronçons est associé un identifiant unique, ces identifiants étant stockés dans un index. Ainsi, une nouvelle occurrence d'un tronçon déjà présent n'est pas à nouveau sauvegardée mais est remplacée par un pointeur vers l'identifiant correspondant. Et voilà, c'est fini pour les explications sur la sauvegarde.